Le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Allez, nous sommes lundi 16 juillet 2018, lundi du lancement donc des épreuves du baccalauréat, session de juillet 2018. Nous avons pris à l'instant l'un de nos amis de l'ABP en direct de Kandi. Nous irons pourquoi pas dans le département du Plateau à présent avec Innocent Daïndé qui est déjà en ligne. Innocent, bonjour. Pas encore. Pas encore, il n'est pas encore là. Ah ouais, Innocent est là maintenant. Il est là. Innocent, bonjour. Voilà, vous allez bien? Oui, on va très bien. Bienvenue dans le département du Plateau. Rassurez-nous qu'il ne pleut pas dans le plateau. Il ne pleut pas du tout, le temps est clément ce matin. Allez. Vous avez de la chance. Nous venons de faire notre entrée dans le centre qui est retenu pour appliquer le lancement officiel. Ah oui, nous entendons la sirène là. C'est pour dire quoi? C'est pour demander aux enfants de rentrer dans les salles déjà ou quoi? Oui, les enfants sont déjà dans les salles. On attend. Directement, la délégation officielle va passer les dernières consignes avec les acteurs en charge de l'organisation avant le lancement. Alors, Ils veulent se diriger vers les organisateurs. Donc, ici, on va voir comment ça va se passer. alors, Je me fais de comment ça se passe dans le centre. Je voudrais vous rappeler que nous sommes à Kékou, au centre de général Kékou pour le lancement officiel. Donc, tout à l'heure, je me fais de comment ça se passe dans le centre pour vous revenir. d'accord, Innocent. Nous vous retrouvons donc dans un instant. Merci. À tout de suite. Oui. Alors, Serge, je me rappelle, j'ai bien envie de demander à Madame Barkatou, qui nous a déjà rejoint, quand vous alliez au baccalauréat, vous étiez stressée? Ça fait longtemps déjà, hein? Oui, ça fait super longtemps. Mais pas super longtemps. Ça fait 2001 quand même. Donc ça fait un bon bout de temps. Il pleuvait des cordes, oui. Je n'étais pas très stressée non plus. Pas parce que j'étais excellente non plus, mais parce que je me disais, j'ai quand même fait suffisamment le nécessaire pour passer mon bac en toute sérénité. Donc, j'étais plutôt confiante. En tout cas, ça s'est bien passé. Vous êtes avec nous maintenant, Serge. Bien sûr, c'est bien cela, ça fait bien plaisir. Hein. Patrick Josso nous a rejoint aussi pour le forum de discussion. Pat Joss, comment allez-vous, Patrick? Oui, très bien, merci. D'accord. Bonjour Serge Ayaka, bonjour Loïc. Bonjour. RLK. Oui. J'aime bien ça. Bonjour, Patrick. Vous avez passé un bon week-end? Et par la grâce de Dieu, oui, ça va. D'accord. Allez, tout au long de ce forum de discussion, pendant que les gens seront prêts dans les différents départements, vous permettrez que nous puissions prendre leur avis et vous informer de comment ça avance le baccalauréat. Il faut annoncer également qu'il y a d'autres qui pourraient nous rejoindre au cours de ce forum de discussion qui tourne aujourd'hui autour du numérique. Il faut rappeler tout de même que les jeunes d'aujourd'hui, on le dit, ils ont d'immenses difficultés à trouver un emploi et à gagner surtout un revenu décent. La révolution des technologies de l'information alimente tout de même aujourd'hui la création de nouvelles entreprises. Les férus de technologie sont bien plus nombreux aujourd'hui que jamais à utiliser leur énergie créatrice et à se lancer comme entrepreneurs. Mais dans une Afrique où tout est priorité et dans un Bénin où les défis sont énormes,
Comment on incite les jeunes à aller vers l'éthique? Comment les soutient-on quand ils se lancent? Et que faut-il faire pour donner à davantage de jeunes la possibilité de bénéficier de nouvelles opportunités? Le numérique peut-il être enfin une solution à la résorption du chômage des jeunes? On en discute avec vous, Patrick Diossou, et puis Barkatou Sabiboun, conseiller technique de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Il faut rappeler que Fakil Babadoudou, qui est superviseur de yavedo.fr, va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour que nous puissions faire ensemble ce débat. On avait déjà commencé avec vous, Barkatou, à parler un peu du numérique. Est-ce que je voudrais commencer ma question par la toute dernière. Est-ce que finalement, on peut dire que le numérique peut nous aider à sortir du chômage des jeunes? Merci Serge. Le numérique ne pourra pas. Le numérique nous aide déjà à sortir du chômage. Ah d'accord. Oui, parce que le numérique permet aux jeunes d'être autonomes déjà, mais également de créer des entreprises et de pouvoir recruter d'autres jeunes pour travailler avec eux. Donc, le développement de ces entreprises permettra donc à terme de résorber la question du chômage. La question du chômage, Patrick Diossou, qui est d'actualité, et le gouvernement du Bénin a estimé dans le PAG que seul le PAG pourrait permettre en réalité aux jeunes de sortir du chômage, notamment faire de l'économie numérique la plateforme réelle. C'est l'objectif au niveau du ministère de l'économie numérique et de la communication avec Madame Soulé Zoumaro. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut y parvenir? Oui, merci. On peut y parvenir. Moi, je suis très optimiste parce que je ne suis pas de la tendance de certaines vieilles têtes qui pensent que les nouvelles technologies, c'est juste pour l'Europe, c'est juste pour l'Occident et que nous, on a déjà du retard, on a trop de retard à combler et qu'il y a à résoudre d'abord des problèmes d'électricité, ensuite des problèmes de fibre optique, des problèmes de... Et on évoque simplement les problèmes en oubliant que lorsqu'on veut prendre vraiment un départ, il ne s'agit pas de voir nécessairement dans le rétroviseur. Le rétroviseur, on l'utilise, mais il faut voir devant. Il faut regarder devant. À force de regarder simplement dans le rétroviseur, on ne regarde plus devant. Et c'est ça qui fait mon optimisme. Et je me dis, avec le numérique, les jeunes pourront s'en sortir. Parce qu'ils ont tendance à penser d'abord que tout ce qui doit être fait, ce sont les autres qui doivent le leur apporter. C'est le parent, c'est l'autorité. Quand je dis autorité, c'est en parlant de ministère, en parlant de l'État, pas seulement gouvernement, en parlant de l'État. Non, ça me permet de faire penser à la phrase que vous connaissez, la phrase célèbre de Kennedy, se poser la question de savoir ce que je peux apporter à mon pays et non ce que mon pays peut m'apporter. Donc, ce que je dois apporter, c'est y aller. Ouais. Le numérique. Vous permettez, Patrick, que je vous marche sur la langue. Il y a notre confrère du plateau qui nous revient. Vous permettez, je suis vraiment désolé. Oui, Innocent, évidemment. Innocent Daïné. Oui, c'est ça, je vous reçois bien. Oui, alors c'est fait le lancement? Oui, c'est pas encore. Ici, les superviseurs et le chef centre sont en train de donner les instructions aux surveillants avant leur répartition dans les salles. Les candidats sont seuls dans les salles déjà. Les instructions sont en train d'être données aux surveillants avant leur répartition. Donc, comme je vous l'ai annoncé à l'instant, il y a 5 minutes, la délégation du département a fait son entrée dans le centre du CG1 qui est retenu pour abriter le lancement officiel dans le département du Plateau. Donc, la délégation qui a à tête le préfet Daniel Vallet-Tetonoubo attend dehors et dès que les responsables qui sont à la charge de l'organisation de l'examen vont finir avec les instructions, ils vont passer justement les derniers conseils avec eux, les dernières consignes du moins avec eux avant le lancement. Donc, pour rappel,
Au total, 3402 candidats sont inscrits pour le baccalauréat session de juillet 2018 dans le département du Plateau. Ils sont répartis dans 5 centres, dont 2 à Paubert et un dans les communes de Ketou, Sakete et Ifaïn. Comme Adjawere n'a pas de centre, les responsables, le DDS nous a fait comprendre tout à l'heure que les collèges de la commune d'Adjawere ne remplissent pas les conditions. Surtout la question de sécurité. Les collèges ne sont pas clôturés, c'est pourquoi cette commune n'a pas de centre jusque-là. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment avant le lancement des épreuves. C'est ce qu'on peut dire pour le moment, en attendant le lancement. Merci beaucoup, Innocent Daïndé. Merci. Vous restez en repérage, comme on dit dans notre jargon. À tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. Alors, Patrick Diorsou, vous aviez la parole. Je suis vraiment désolé de vous avoir marché sur la langue. Oui, il n'y a pas de souci. Je disais que il ne s'agit pas de voir ce que l'État peut m'apporter, mais ce que je peux apporter à l'État. Et c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille la mentalité des jeunes, qu'on travaille le mental, pas la mentalité, le mental, pour que ces jeunes puissent savoir qu'ils ont en eux les potentialités pour y aller. Il faut qu'ils croient en eux, il faut qu'ils aient confiance en eux. Nous, on nous a... Mais en même temps, Patrick, que vous permettez, mais en même temps, c'est là justement la première difficulté que rencontrent les jeunes. C'est clair que des exemples de réussite dans les startups aujourd'hui, ça foisonne un peu partout aux 4 coins du monde et même au Bénin également. Mais il y a tellement de difficultés au départ, au début de la vie professionnelle, que parfois les jeunes, ils ont tôt fait d'abandonner. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, surtout quand on doit se lancer dans l'inconnu? Exactement. Oui, parce que c'est pratiquement l'inconnu. Le numérique n'est pas encore totalement connu. C'est de l'inconnu pour le moment. Mais cet inconnu, lorsque vous l'avez cité, lorsqu'on a déjà des exemples, il faut qu'on soit à même de citer ces exemples, suffisamment en exemple, mais citer ces exemples suffisamment pour que les jeunes puissent comprendre qu'il y a des repères, qu'il y a des références. Tant qu'il n'y a pas ces exemples qui sont cités, ils ne vont pas y croire. D'accord. Donc, je me dis, notre travail ne s'arrête pas simplement à leur parler, mais citer des exemples, donner des repères, donner des références et les pousser, travailler le mental. Je dis, nous, on a été habitués aussi à un mental où, bon, c'est l'État qui doit faire tout. C'est l'État, on n'a pas été éduqués à travailler nous-mêmes. Mais nous devons, quand je dis nous, je parle d'une certaine génération, mais nous devons pousser les jeunes à y penser, à y croire. C'est notre travail, c'est ça le leitmotiv sur lequel je voudrais qu'on travaille, que tous ceux qui sont d'une certaine génération travaillent, pour que les jeunes puissent croire en eux, croire que c'est possible qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils ont les potentialités pour le faire. Et les pousser à se dire le numérique, parce que quand on parle de numérique, certains pensent automatiquement au système Gaiman ou Gaïoman. Le numérique, ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas que ça. Ce n'est pas d'abord ça. Le numérique, c'est ce qui ouvre vers l'extérieur, ce qui ouvre vers le mondial, vers la planète, où dans chaque entité de la planète, vous avez de quoi tirer pour pouvoir nourrir votre bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent, le bonheur, c'est l'épanouissement. Vous pouvez vous épanouir en installant des solutions, des applications qui rendent les autres heureux. Et par ricochet, vous vous rendez heureux. En fait, je suis dans une logique d'un développement personnel qui ne dit pas son mot, mais c'est comme ça que je conçois l'actualité numérique, l'actualité de l'emploi, l'actualité de l'employabilité. Comment faire pour avoir un emploi? Comment faire pour avoir du travail qui vous épanouisse? Comment le faire? C'est y aller. Alors, tout réside visiblement, Barkatou, dans le comment. Comment est-ce qu'on peut réussir grâce au numérique à sortir du chômage? C'est déjà bien de dire que nous y sommes déjà, qu'on le fait déjà au Bénin, mais pour le jeune que je suis et qui vous suit ce matin,
Comment est-ce que je peux y arriver? Alors, avant de répondre à cette question, il me plaît quand même de revenir sur un point qui me paraît très important. Et je pense qu'en fait, pour y arriver à cette confiance-là que le jeune doit avoir en ses capacités, en le fait qu'il va réussir, qu'il est capable de réussir, je pense que les enseignants et les parents ont un rôle très, très important. Parce que ce sont eux qui nous forment. Et quand ils nous forment et que dans leur message, nous voyons qu'il faut que l'État nous embauche, qu'il faut que l'État nous apporte ceci, c'est normal que le jeune y finisse et qu'il s'attende à tout de l'État. Donc, il faudrait que nos enseignants s'associent à ce changement de mental dont vous parlez pour pouvoir quand même préparer les jeunes de sorte qu'à la sortie de l'école, ils soient déjà prêts. S'ils n'avaient pas déjà commencé pendant qu'ils sont à l'école, qu'ils soient prêts en fait à s'en sortir tout seuls, à mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir dans leur entreprise. Donc, pour revenir à votre question, le jeune, comment il fait pour s'en sortir? En fait, il faut déjà que le jeune soit capable de se dire qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui le passionne. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'avantage d'avoir les jeunes qui sont très, très, très digitalisés. Je ne pense pas qu'il y ait un jeune aujourd'hui, quand je dis jeune, en dessous de 25 ans, qui va vous dire non, je suis hostile à la technologie, j'aime pas ce qui est digital. Ils l'aiment tous. Ils aiment tout ce qui est digital parce que ça leur facilite la vie, ça leur facilite les relations avec les autres et tout. Donc, si nous avons déjà cet avantage-là que le jeune, il aime le digital, il faut que donc le jeune comprenne que ce même digital est capable de l'autonomiser. Au-delà de lui faciliter la vie de tous les jours, si le digital peut l'autonomiser, alors quel est le problème auquel il veut s'attaquer dans sa communauté déjà? Parce que les solutions qui réussissent sont les solutions d'abord qui s'attaquent à un problème qui se pose dans sa communauté. Et le problème qui se pose dans sa communauté et à qui on apporte une solution, je veux dire, endogène, est forcément plus facilement accueilli par la population pour laquelle cette solution est proposée. Quitte à ensuite voir comment migrer cette solution-là vers d'autres communautés plus grandes pour agrandir cette entreprise-là qui est en train de naître ainsi. Donc, il ne s'agit pas de commencer en se disant « ouais, je veux construire un empire ». C'est vrai, il faut rêver de construire son empire, mais il faut accepter de commencer petit, en taclant un problème qui se pose à sa communauté. Oui. C'est clair donc pour vous que l'entrepreneuriat peut ouvrir des débouchés professionnels viables, surtout dans le domaine du numérique. Oui. Et chaque jour, comme j'ai dit, ça change. Chaque jour, de nouveaux métiers naissent. Et donc, au-delà même de s'autonomiser par l'entrepreneuriat, de nouveaux métiers naissent au sein des entreprises qui existent déjà et pour lesquelles des compétences sont recherchées. Et ces compétences-là, si des jeunes n'ont pas appris ces métiers, ne se sont pas qualifiés donc, pour ces compétences, ils ne pourront pas décrocher les métiers que les entreprises leur proposent. Et donc aujourd'hui, Patrick Diossou, il faudrait que les jeunes eux-mêmes aillent dans l'entrepreneuriat et n'attendent plus réellement, je dirais, la baguette magique de l'État. L'État qui est plutôt là pour conseiller et d'une façon ou d'une autre orienter. Oui, il n'y a plus à attendre de baguette magique. Il n'y a plus à attendre que le poulet rôti tombe tout droit du ciel. De toute façon, ça ne tombe pas du ciel. Ça n'est jamais arrivé, on n'a pas encore vu ça. Oui, mais c'est qu'il y a eu un moment où on s'est habitué au Bénin, en Afrique, à attendre que tout nous tombe du ciel. Certains diront même que ce n'est pas qu'on attend simplement que le poulet tombe, mais on attend qu'il soit rôti avant de tomber. Et puis on attend même que quelqu'un nous garde la bouche ouverte pour que ça puisse... Allez, Patrick, vous permettez que je vous interrompe. On va retrouver Isidore Atineyetin qui est dans le zoo et qui va nous informer donc de comment est-ce que cela se passe, le baccalauréat. Bonjour Isidore. Bonjour, chers confrères, bonjour le plateau, bonjour à tous les amis téléspectateurs de 5 sur 7 matin. Ouais. Nous sommes en direct depuis le lycée Oufond de jeunes filles d'Abomey. Ici, il faut dire que le temps est clément, pour le moins qu'on puisse dire, il ne pleut pas ici. Donc, tous les candidats sont déjà en salle ici. Je viens de joindre tout à l'heure même le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ouais. Et il m'a dit qu'il est en route. Il vient de quitter le lycée technique de Boycon pour se rendre ici. Là,
nous aurons beaucoup plus de détails, quelques statistiques aussi sur le nombre de candidats, l'effectif qui compose, ne serait-ce que dans le département du Zou. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations, le plateau. Oui, alors est-ce que vous avez une idée du nombre de candidats qu'il y a dans ce centre où vous vous trouvez actuellement? Dans le centre où je me trouve actuellement, je suis en train de me battre pour me rapprocher du superviseur de ce centre pour avoir quelques statistiques à vous balancer aux amis téléspectateurs. Alors, dites-nous, Isidore Atine-Déhétin, est-ce que vous avez pu rencontrer déjà ce matin quelques candidats ou des parents d'élèves qui sont venus pour soutenir leurs enfants? Quel est leur état d'âme aujourd'hui? Ici, ils sont venus nombreux soutenir les candidats, comme on le dit. Quand ces candidats composent, ce sont ces parents qui composent. Si vous me le permettez, je vais me rapprocher peut-être d'un parent, d'élève qui va vous dire, ne serait-ce que son état d'âme à l'instant même. Alors, je me rapproche d'un parent au hasard. Bonjour, monsieur. Oui, vous allez vous présenter. Vous êtes en direct sur la télévision nationale. 5 sur 7 matin, c'est l'émission. Vous avez ici Baudouin François, et résident à Boycon. J'ai amené mon enfant ici pour la composition. Et ce que je souhaitais, que les choses soient à leur niveau. Quel est votre état d'âme à l'instant présent? Bon, ça ne me dit rien sur l'état d'âme, je suis patient. Voilà, le début du commencement est passé, et laissez l'enfant composer, je suis à l'aise. Alors, le plateau? Oui, alors, dites-nous, à côté de cela, Isidore Atine-Déhétin, après ce parent qu'on vient d'entendre, je dirais, tout rassuré, est-ce qu'il pleut là-bas ou non? Il ne pleut pas ici, le temps est clément ici, il fait beau temps pratiquement, il faut le dire. Il ne pleut pas ici, ça ne goûte même pas. Ça rassure. Vous avez de la chance là-bas dans le zoo alors. Merci beaucoup Isidore Atine-Déhétin. On vous reviendra certainement avant la fin de cette émission à 8h45. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Avant la fin, il faut qu'on se revoie, qu'on se rappelle, puisque le directeur départemental de l'enseignement secondaire a promis tout à l'heure être de mon côté, être avec moi pour avoir quelques chiffres et avoir quelques informations aussi. Merci beaucoup Isidore, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure à vous. Retour donc sur ce plateau pour poursuivre avec le forum de discussion. Le numérique peut-il être une solution à la résorption du chômage des jeunes? On a discuté avec Madame Barkatou Sabiboun Adam, bien sûr, conseillère technique de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Il y avait Patrick Djossou également. Et puis Josué, il nous a rejoint. Josué Merouinou de la Nation. Bonjour Josué, bienvenue. Bonjour Ricardo, bonjour les téléspectateurs. Et puis nous avons le bonheur d'avoir avec nous sur ce plateau François Atadeji Yavedo. Oui, le PDG de la plateforme Yavedo. Yavedo.fr, justement. Alors, pour vous, qui avez donc conçu cette plateforme, pourquoi l'avoir fait déjà? Oui, merci Serge. Permettez-moi de vous dire exactement ce que c'est que Yavedo d'abord. Yavedo, c'est un moteur de recherche et de publicité. C'est une plateforme qui permet à ses annonceurs d'augmenter la visibilité de leurs produits et services, d'augmenter leur portefeuille client et par conséquent d'augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est ce que c'est que Yavedo. Pourquoi je l'ai créé? Parce que j'ai vu qu'il y a, nous avons une manière archaïque de rechercher les choses ici au Bénin. Comme tu le sais, je viens des États-Unis. Évidemment, là-bas, nous avons beaucoup de plateformes. Voilà, Indianapolis, nous avons beaucoup de plateformes qui nous permettent de rechercher rapidement tout ce que nous avons besoin. Par exemple, si vous allez sur Google et que vous tapez, vous saisissez votre recherche, vous allez trouver beaucoup de résultats qui vous permettront de
faire vos affaires rapidement, trouver ce que vous voulez rapidement. Tel n'est pas le cas ici au Bénin. Ouais. Donc, j'étais ici en 2014 et je recherchais des choses qui m'ont pris environ 3 jours, et parfois une semaine, demander aux EM, demander à mes frères et sœurs, de gauche à droite, dans l'avant, si tout cet entourage ne connaît pas ce que vous recherchez, vous êtes bloqué. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui manque pour mon pays, le Bénin. En tant qu'ingénieur en informatique, j'ai dit, voilà, pourquoi ne pas créer une plateforme pour le Bénin qui va nous permettre d'éliminer cette manière archaïque, permettez-moi le terme, de rechercher les choses au Bénin. C'est pourquoi j'ai créé Yavedo, pour que tout ce qui est produit, services, entreprises, petites, moyennes, grandes, ouvriers, artisans, tout ce qui existe au Bénin soit déposé là-dessus et que depuis votre lit, M. Aka, vous pouvez déjà lancer votre recherche, trouver ce que vous voulez et pour faire les affaires avec l'annonceur. Tout simplement. Barkatou, ça confirme exactement ce que vous disiez depuis 6 heures, qu'il faut apporter des solutions aux problèmes qui sont les nôtres et juste à côté. Dans les communautés. Oui, je suis très heureuse d'avoir quelqu'un d'autre sur le plateau qui apporte en fait la preuve palpable de ce que je disais depuis tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, ces plateformes-là, elles se multiplient sur plusieurs domaines d'activité, qui propose donc des solutions adaptées aux besoins de la communauté. Il a observé une difficulté au sein de la communauté béninoise. Il est venu, il n'avait pas de réponse et il s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer des solutions pour éviter justement que quelqu'un d'autre ait à faire ou du moins ait à rencontrer les mêmes difficultés. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, il a apporté une solution. Et cette plateforme, j'imagine qu'il a un business plan derrière qui va permettre quand même à la plateforme de se soutenir, mais également d'être rentable à terme. Donc voilà ce que nous imaginons au niveau de l'économie numérique, ou lorsque nous parlons économie numérique qui emploie des jeunes, comme solution justement à la question du chômage. Ouais. Alors Josué, ça fait partie des choses que vous avez déjà vues aussi bien au Bénin qu'ailleurs à l'étranger également, vous qui avez pérégriné un peu partout aussi. Racontez-nous, est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on peut citer? Non, pour moi déjà la question qui se pose ce matin, à savoir est-ce que l'économie numérique ou est-ce que l'éthique peut constituer une solution au chômage des jeunes. Pour moi, aujourd'hui, la question ne devait plus se poser parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde 2.0, comme on le dit habituellement. Et donc, par rapport à ça, je pense que toutes les opportunités sont à saisir. On a déjà reçu, je crois, une fois sur ce plateau, un jeune qui est venu exposer une application qui permettait à n'importe quel citoyen de passer des commandes avec des ouvriers et bien d'autres également. Donc, je pense que c'est vers ça que nous devons tendre. Nous avons tellement de problèmes aujourd'hui et l'ingénieur informatique l'a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est que la jeunesse aujourd'hui doit comprendre que nous avons tellement de difficultés qui peuvent être solutionnées à partir d'éthique. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne devait pas attendre en tant que jeunes que d'autres viennent nous demander d'investir ce secteur-là qui, pour moi, est encore plus ou moins vierge, demande à être occupé, demande à ce que des jeunes passionnés, des jeunes engagés, des jeunes qui ont envie de faire quelque chose pour leur pays et pour changer leur pays puissent le faire. Vous faites bien de parler de l'exemple d'autres pays. Je ne voudrais pas faire comparaison pour comparaison, mais lorsque je prends par exemple un pays comme le Rwanda aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses par rapport à ce pays, mais je pense qu'en matière de technologie aujourd'hui, en matière d'éthique, comme solution au problème de développement, le Rwanda a pris une avance sérieuse sur beaucoup d'autres pays africains et je pense que nous, au Bénin, nous pouvons essayer également de tendre vers cela. Et je suis, moi, très ému lorsque je vois un monsieur comme Ali Baba venir à Kigali, rencontrer des milliers de jeunes, pas seulement rwandais, mais des milliers de jeunes africains, pour exposer son expérience, pour montrer un peu comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes africains peuvent saisir autant d'opportunités à partir des technologies de l'information et de la communication. Je me dis que nous, au Bénin, nous qui avons tellement de problèmes, nous qui avons assez de retard sur les autres pays, nous pouvons ne pas attendre également, ne pas vraiment attendre les autres et commencer par réduire
l'écart que nous avons avec les autres pays à partir des numériques. Et pour les jeunes davantage, je pense que c'est un secteur prometteur. On doit s'y investir, il faut s'y investir parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire, il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Mais Josué, en même temps que vous estimez qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup d'opportunités dans ce secteur, il y a ces jeunes qui, pour la plupart, ne sont peut-être pas formés forcément au TIC. Et puis également, il y a ce problème dont on parlait depuis ce matin, il y a la problématique de la confiance numérique qui se pose. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'avec la pratique, tout cela va venir. Je crois qu'il y a quelques années, nous n'avions pas un ministère de l'économie numérique dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'économie numérique. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais je pense que c'est un ministère qui se rend de plus en plus visible, qui se montre aux côtés des jeunes, qui rencontre les jeunes, qui s'essayent dans ce secteur-là. Je pense que c'est déjà un premier pas. Le second pas qui doit venir, c'est qu'il faut pouvoir appuyer ces jeunes, les outiller, les former pour leur permettre de faire face aux défis que rencontrent aux défis qui s'imposent à cette ambition-là qu'ils ont de s'investir dans le secteur. Et ce n'est pas forcément les jeunes qui ont été formés dans les questions de technologie ou des informaticiens ou des ingénieurs, comme l'invité que nous avons sur le plateau ce matin, qui sont obligés de s'investir dans le secteur. On a déjà rencontré des jeunes qui n'ont rien, qui n'avaient jamais été formés, qui n'avaient pas une formation de base en matière de technologie, mais qui, chemin faisant, soit par passion, soit par envie, soit par besoin ou même par nécessité, parce que justement une difficulté ou une autre s'est posée à eux à un moment donné, se sont dit pourquoi ne pas pourquoi ne pas chercher des solutions à ça. Et en cela, ils se sont peut-être associés avec d'autres jeunes qui ont été formés ou se sont lancés chemin faisant et ont renforcé leurs capacités. Donc je pense que c'est ça le plus important et c'est peut-être ça qui fera déjà que les technologies de l'information et de la communication vont constituer une solution ou un début de solution tout au moins au problème du chômage dans notre pays. Je voudrais tout de même demander à François Ataléji, le jeune qui se lance aujourd'hui, il a besoin de gagner, il a besoin de revenus forcément. Comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Est-ce que ça marche au point de donner suffisamment à manger à toute votre équipe? Bon, merci M. Aka. Je dirais qu'actuellement, il y avait 12 employés. Il y a un manager du nom de Ali Kiki, il y a un superviseur, M. Fakir Babadoudou, et puis nous avons 10 commerciaux. Actuellement, il y avait d'autres évoluent sur mes propres fonds, donc c'est moi-même qui débloque ce qui est dépenses, masse salariale, ce qui est dépenses pour l'entreprise, le logistique, ainsi de suite. Je ne dirais pas que ça marche parce que la mentalité... on n'est pas encore formaté à utiliser... La mentalité, je ne dirais pas béninoise, mais nous qui sommes ici au Bénin, n'est pas encore au niveau au point où les entreprises, tous ceux qui ont quelque chose à vendre ou bien à montrer, parce que quand vous avez un produit, même si le produit est bien fait, c'est un produit excellent et que ce n'est pas visible, n'est-ce pas? Personne ne viendra l'acheter chez vous. Donc, on ne comprend pas encore ici au Bénin que le monde d'aujourd'hui est le numérique, le monde numérique, et que le e-commerce, ou bien, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, voilà, et que le e-commerce est ce qui marche aujourd'hui le plus. Aller se déplacer, prendre sa voiture, prendre un taxi ou bien un ZIM pour aller chercher un produit aux États-Unis. Je pense que voilà, les gens ont dépassé ça. Évidemment. On reste chez soi, on va en ligne, on commande et on trouve et on délivre. Ça arrive à vos portes. Voilà. Alors, Barkatou, comment est-ce que, au ministère ou de votre position de conseiller, comment est-ce qu'on aide une start-up comme Yavedo.fr? Alors, c'est déjà, lui-même il l'a dit, c'est déjà qu'il faut faire connaître la plateforme. Exact.
Parce qu'effectivement, si les gens ne la connaissent pas, ils n'iront pas voir ce qu'il y a dessus, ils n'iront pas voir les opportunités qu'ils ont ou la facilitation donc, des commandes en ligne que cette plateforme est capable de leur offrir. Donc c'est déjà de faire connaître cette plateforme-là aux Béninois pour qu'ils sachent qu'ils peuvent faire des commandes en ligne. Mais c'est également, en fait, voir avec l'entreprise le modèle économique qu'il y a derrière. Parce que pour que l'entreprise puisse se soutenir, il faut quand même qu'il y ait un modèle économique qui permette de recruter des clients, des gens qui vont payer sur la plateforme de prestations, qui vont permettre non seulement de payer le livreur, mais également d'avoir, un bénéfice sur la transaction qui est faite. Donc, c'est de voir quel est le modèle économique qu'il y a derrière la plateforme et donc aider avec des partenaires. La compétence n'est pas forcément au sein du ministère, mais à voir avec les structures qui sont capables donc d'étudier les business models, de voir quel est le meilleur modèle qui puisse aller avec cette plateforme en tenant compte justement de notre contexte. Parce que, qu'on le veuille ou non, le contexte béninois n'est pas le même que le contexte américain. Et là également, je veux dire, le contexte américain, ou du moins aujourd'hui la facilité que l'Américain a à l'y acheter, c'est parce que l'Américain dont on parle aujourd'hui est né, il y avait déjà le e-commerce. Et donc, c'est culturel pour lui, il est moulé là-dedans. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire et ce que nous faisons déjà justement, en parlant de ces plateformes-là, c'est de dire aux populations, mais attends, vos habitudes quotidiennes vont être révolutionnées ou sont en train d'être révolutionnées du moment où vous n'avez plus besoin d'aller dans un magasin physique, mais vous avez la possibilité d'avoir votre magasin sur votre téléphone, de choisir vos articles et de vous faire livrer en toute confiance chez vous. Et ça, c'est le rôle que l'État joue également en ce qui concerne la confiance à cultiver et la rééducation des populations par rapport à leurs habitudes. Ouais. Patrick Djossou, voilà un ministère qui innove et qui accompagne. Oui, j'en suis très heureux parce que je me disais, quand on n'a pas... Vous avez... Non, c'est lui qui a parlé d'économie, du ministère de l'économie numérique et de la communication. Je ne suis pas d'habitude sceptique, mais lorsque j'ai entendu le titre, je me disais, économie numérique, qu'est-ce que ça va apporter? Économie numérique, j'étais un peu gêné, mais petit à petit, j'ai découvert qu'il fallait vraiment qu'il y ait ce ministère. Et que ce ministère, avec le temps, est en train de s'imposer comme le ministère phare par rapport à l'évolution actuelle. Certains diront qu'il y a eu la révolution industrielle, nous n'avons pas connu ça, il y a eu telle révolution, nous avons connu juste la révolution marxiste-léniniste. Et que nous avons subi. Oui, que nous avons subi ça et qu'on n'a pas eu cette évolution et que est-ce qu'on pourra avoir les capacités pour atteindre la révolution numérique? Est-ce qu'on pourra assimiler les données de la révolution numérique? Non, pour la révolution numérique, il n'y a pas à faire nécessairement le long parcours des autres. On s'adapte et on évolue. Et c'est cette adaptation qu'on remarque déjà à travers les GSM, où certains qui n'avaient jamais eu l'occasion d'utiliser les téléphones filaires, les téléphones à fil, sont très tranquilles avec les GSM. Ils utilisent ça et c'est déjà intégré en eux comme un outil de tous les jours. Ils ne se sont pas posé des questions, mais comment on utilisait le téléphone avant? Non. Ils se sont adaptés. Donc, c'est ça l'appel du ministère de l'économie numérique que j'aime et qui s'engage avec les startups, qui va vers les startups, parce que j'ai bien aimé aller vers, et c'est ça qu'il faut. Ils vont vers... rencontrer les startups de Cotonou et puis du Nord, Bénin également. Oui, et petit à petit, on sent qu'ils s'intéressent aux startups. Et c'est ça qui fait que, par la grâce de cet intéressement, on peut amener tous les Béninois à comprendre que le numérique, c'est notre vie du quotidien déjà, et que cela peut résorber le chômage. Le mot chômage va peut-être petit à petit s'éloigner. Mais pour pouvoir résorber ce chômage, il faut qu'on puisse savoir ce que c'est. Le travail, c'est quoi? L'emploi, c'est quoi? Il y a un ouvrage qui va en parler tout à l'heure. Oui, sans doute. Oui. Et qu'est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce que c'est que l'emploi? Comment différencier le travail et l'emploi pour que chacun puisse se dire oui.
j'ai déjà peut-être un travail, il me faut un emploi, ou bien j'ai déjà un emploi, mais est-ce que c'est mon travail? D'accord. Patrick Djossou, merci beaucoup. À une réaction. Oui, d'accord. Je n'ai pas été tout à fait d'accord tout à l'heure avec l'ingénieur par rapport à ce qu'il disait. Non, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des préalables que nous n'avons peut-être pas encore ou auxquels nous devons travailler essentiellement en ce qui concerne notre pays. C'est d'abord le problème de l'éducation des populations à la question d'éthique. Ouais. Ensuite, il faut pouvoir créer la confiance et surtout communiquer pour faire connaître les startups. Parce que j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression de lire peut-être une petite déception dans votre intervention par rapport à votre plateforme que peut-être les gens n'utilisent pas. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez suffisamment communiqué pour faire connaître votre plateforme? Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, les gens développent des applications, ma foi, mais vraiment merveilleuses, mais que personne ne connaît. Je parie que si on fait un petit sondage de yeux au niveau des parents d'élèves, à peine peut-être 5% savent qu'il y a des applications qui existent et qui leur permettent, depuis leur téléphone, de contrôler le rendement de leur enfant à l'école, par exemple. Autant il existe des dizaines, peut-être des dizaines d'applications qui ne sont pas connues. Donc, pour moi, le plus important également, ce n'est pas de créer des startups, mais c'est de communiquer autour pour que les gens sachent que telle difficulté que nous rencontrons au quotidien ou tel besoin que nous avons peut être solutionné à partir de tel. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai, les gens créent, ils réfléchissent, il existe des applications, mais les applications ne sont malheureusement pas connues. Donc, pour moi, également, et c'est peut-être l'autre appel qu'il faudra lancer au ministère de l'économie numérique, c'est d'aider également ces jeunes-là qui s'essayent dans le secteur à faire connaître également ce qu'ils font pour que les populations sachent que véritablement, il existe des solutions à ce niveau-là. Et je pense qu'à partir de là, on peut également régler quelque part le problème du chômage. Bien sûr, vous avez bien compris, mais je voudrais, parce qu'on va terminer, lorsque vous jetez un regard en arrière et que vous voyez d'où vous venez, quelle est selon vous la qualité qui vous a permis de réaliser tout ce que vous avez pu réaliser, devenir peut-être ingénieur informatique, mais surtout développeur de cette application qui nous permet d'aller chercher très rapidement et de trouver des solutions sur Internet. Merci beaucoup Serge. Avant de vous répondre, permettez-moi de répondre rapidement. Je pense que ce n'est pas une déception que j'ai exprimée. La mentalité, quand je parlais de mentalité, ça tombe déjà vers l'éducation, parce que la mentalité a trait à l'éducation. Donc, même si on éduque et que la mentalité ne change pas, le problème est toujours là, puisque nous ne savons pas qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, malgré qu'il y a un ministère dédié à ça. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, je souligne aussi que Yavedo est visité par au moins 1000 personnes par jour. Ce n'est pas encore ça, mais ce n'est pas rien. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que c'est une passion au numérique, à tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, qui m'a amené à faire les études aux États-Unis pour obtenir ce diplôme d'ingénieur en informatique. L'autre réponse à votre question, c'est que de nos jours, n'est-ce pas, nous avons intérêt en tant que nation tout entière à nous investir dans le numérique et évoluer dans ce sens. Monsieur a parlé, je m'excuse, Josué a parlé, a donné l'exemple du Rwanda. Oui. Le Rwanda s'est pas levé du jour au lendemain, ou bien n'a pas fait économie d'investissement et être à l'étape où il est aujourd'hui. Donc il faut investir. Nous avions regardé la Coupe du Monde. Hier, on a vu les Africains dans l'équipe de la France qui ont émerveillé le monde entier. Ce n'est pas pour rien. Il y a de l'investissement derrière. Donc, j'invite le ministère de l'économie numérique et sa ministre pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'investir pour que demain, nous ne souffrons plus. Soit beaucoup plus rentable pour nous. D'accord. Nous ne travaillons
pas aujourd'hui pour nous-mêmes. C'est comme ça, nous pensons. Excusez-moi, je peux comprendre. Nous travaillons pour le lendemain, un lendemain meilleur. Donc, je vous invite à nous aider, à vous aider et par conséquent, aider le Bénin à évoluer. Madame Barkatou, un plaidoyer. Oui. Et ça va être la dernière intervention. La vision du président de la République, elle est là. La vision, elle est claire. Voilà, la vision, elle est claire. Et ce n'est pas un vœu pieux. Ça, je vous confirme, parce que plusieurs projets sont déjà en route, certains sont quasiment bouclés, d'autres sont à la phase d'études et d'autres sont en cours de déploiement. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement, je pense que nous sommes en train quand même, ou le gouvernement est en train de faire de gros investissements, que ce soit en termes d'infrastructures fibre optique, mais également en termes d'apporter le numérique déjà en milieu scolaire. Donc, il y a déjà de l'investissement qui est en cours dans ce domaine-là. Donc, je veux vous rassurer pour ça. Et quant au ministère de l'économie numérique, aujourd'hui, la démarche, elle est claire. Aller vers ces entreprises-là qui produisent de la richesse, aller vers ces entreprises qui proposent des solutions pour les encourager, mais également pour les aider à rendre visible ce qu'ils font, les encadrer ou du moins les aider, les appuyer en leur permettant de rendre rentable leur entreprise qu'elles ont en ce moment. Et cette initiative, comme je l'ai dit tantôt, elle n'est pas ponctuelle. Donc, c'est une mission permanente. Et là, dans quelques jours, ce sera à Parakou que la ministre va rencontrer donc, ces jeunes pousses du numérique pour les encourager, pour voir ce qu'elles produisent, rendre visible ce qu'elles produisent, mais également les appuyer à travers de petites formations, comment savoir se vendre. Parce que nous avons également ce problème-là. Lorsque nous sommes en compétition avec les entreprises internationales, elles savent mieux vendre leurs solutions. Mais le Béninois, il est toujours dans la modestie, il ne veut pas tout dire. C'est peut-être culturel, mais nous aidons donc ces jeunes pousses-là à savoir qu'il faut se vendre soi-même pour que les autres puissent vous acheter. Donc, en dehors de ça, il y a plusieurs autres, notamment la confiance en soi que ces jeunes pousses doivent développer et se dire, il ne faut pas arrêter à la première difficulté, mais il faut aller de l'avant. Donc, il y a du travail à faire et il y a du travail qui est en train d'être fait. Et nous pensons qu'avec cet élan, nous allons y arriver. Nous allons arriver donc à mettre nos start-up sur l'orbite des grandes start-up de l'Afrique et du monde entier. Donc, voilà ce que je veux dire. Merci à vous, Madame Barkatou Sabiboun Adamou. Je le rappelle, vous êtes la conseillère technique genre et entrepreneuriat de la ministre de l'économie numérique et de la communication, Madame Bouroli Adam Soulé-Zoumaro. Merci d'être resté avec nous sur ce plateau. Merci, Patrick Diossou. Merci beaucoup. Merci, Josué. On se retrouve lundi prochain. C'est déjà le bac, vous devez retourner encore sur le terrain. Allez, bon courage à vous et merci beaucoup à François Atadedji, puisque vous passez encore quelques jours au Bénin. On aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Et excusez juste son français si c'était en anglais. Bon, c'est compréhensible. Ça aurait été bien différent. Allez, on marque une courte pause, le temps de retrouver Patrick Diossou et son invité. À tout de suite. Chaque semaine, nos chirurgiens de l'actualité opèrent avec dextérité et sans langue de bois et en toute objectivité. Ils sont au courant de tout.